Mesurer l'impossible. Le seuil de l'intrusion imperceptible. Le monde est entré dans une période charnière qui n'est pas un simple tournant historique, mais une transformation ontologique qui affecte la trame même de l'existence et la structure de l'esprit. Ce n'est pas seulement le contenu de la vie qui change, mais la nature même du cours évolutif des événements. Nous ne vivons pas une progression linéaire, mais un changement de système de gouvernance au sein duquel les anciens codes, matrices et architectures ne fonctionnent plus. Il ne s'agit pas d'une métaphore politique, mais d'un constat direct. Le modèle interventionniste d'Hébro, qui a dirigé l'humanité et les événements pendant des millénaires, a été éliminé. Sa place est désormais occupée par le système de gestion naturelle et natif de la Terre, qui rétablit l'ancienne cohérence avec les niveaux de l'esprit supraplanétaire. Un tel changement de pouvoir systémique n'est pas une abstraction, il déclenche une nouvelle vague d'évolution fondée sur une essence différente de l'homme. La fonction purement instrumentale et matérielle de l'être humain, telle que façonnée par l'ancien système, n'est plus admissible. Soit il se transforme en un être de raison, soit il disparaît du champ des événements à venir. C'est pourquoi, à notre époque, le développement de l'intelligence artificielle s'accélère de manière si fulgurante et inexorable. Ce n'est pas simplement une tendance technologique, c'est à la fois un défi et un filtre, un test de la capacité de l'humanité à répondre aux nouveaux programmes de l'existence. L'IA n'est pas la conséquence du progrès scientifique, mais la manifestation d'un changement dans le fondement même des événements. C'est le résultat d'un basculement du chronoprocessus, dans lequel est devenue possible l'expression d'un objectif fondamentalement différent, la création d'une nouvelle existence organisée pour l'humanité, non plus en tant qu'espèce biologique, mais en tant que structure synchronisée avec les couches supérieures de l'esprit et régie selon des niveaux de systèmes accordés. L'élaboration de cette construction exige non seulement des connaissances, mais aussi la capacité de penser dans de nouvelles catégories, hors des anciens algorithmes, hors des calculs comptables, hors de la logique linéaire où règne le concept d'optimisation au lieu de la compréhension. Telle est la véritable raison de la montée de l'IA. Elle est l'ombre inversée, le reflet de l'aspiration de l'humanité non pas au pouvoir, mais à la compréhension. Mais comme les anciennes formes de pensée ne supportent pas la transition, l'homme construit inconsciemment des substituts, des avatars de la raison, non pour se libérer, mais pour échapper à l'inéluctabilité d'une remise en question de lui-même. Tout cela n'est pas simplement une ligne de partage des eaux intellectuelles, mais un carrefour ultime. Soit l'humanité prend conscience que l'IA est le miroir d'un nouveau vecteur de l'objectif, soit elle se dissout dans son reflet, perdant jusqu'à la capacité même de distinguer ce qui est extérieur de ce qui est intérieur. C'est pourquoi notre conversation sur l'IA ne porte pas sur les technologies, mais sur l'existence d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous poursuivons cette conversation, car celui qui se tient au bord de la conscience fait déjà un pas vers la vérité. Et pour le faire de manière réfléchie, il nous faut mesurer l'impossible. Parfois, l'histoire fait remonter à la surface non pas des questions abstraites, mais des enjeux dont dépend l'existence même des États et des civilisations. Dans ces moments charnières où ce n'est pas seulement l'avenir qui est en jeu, mais la possibilité même de son existence, l'humanité est confrontée à une nécessité. Soit unir les efforts, soit détruire pas à pas la plateforme même sur laquelle elle se tient. Cependant, l'union n'est possible que là où existe à la fois la confiance et le contrôle. Si l'une comme l'autre font défaut, le chemin commun est fermé et chacun est contraint d'agir seul, même si ce chemin mène à l'abîme. Ce n'est ni par malveillance ni par hostilité. C'est parce que, dans des conditions d'instabilité systémique et d'absence de transparence, il n'y a tout simplement pas d'autre issue. L'Europe féodale du XIe siècle s'est retrouvée dans un piège analogue. La structure des États reposait alors sur une double violence, spirituelle et physique. La première appartenait au clergé, la seconde à la noblesse. Les uns gouvernaient par les sens et les peurs, tandis que les autres par les épées et les lances. Le mécanisme était rodé depuis des siècles. La foi n'autorisait pas la dissidence, l'armure et la hiérarchie féodale n'autorisaient pas la rébellion. Le roturier était exclu du jeu non seulement politiquement mais aussi physiquement. Il n'avait ni les moyens de s'équiper ni les années nécessaires pour maîtriser l'art de la chevalerie. Mais l'évolution, même dans la sphère matérielle, ne demande pas de permission, elle fait irruption. Dans ce cas précis, son symbole fut l'arbalète.
Une arme simple, moins coûteuse que des armures, et capable, en quelques jours seulement, de transformer un paysan en un tueur de chevaliers. Pour la première fois depuis la formation de l'ordre féodal, le roturier n'a pas seulement reçu une arme, mais une opportunité. La possibilité de percer le mur entre deux castes, et pas de manière métaphorique, mais littérale. La flèche d'arbalète transperçait les armures de chevaliers comme du papier. Là où régnait autrefois une faille ontologique entre les ordres, entre ceux qui ont le droit de tuer et ceux qui n'ont que le droit de mourir, l'arbalète a apporté la destruction de la frontière. Ce n'était pas seulement un changement d'équilibre militaire, c'était la faille de toute la construction. L'un de ses piliers, le monopole de la violence, commençait à s'effriter. Et avec lui, toute la structure qui définissait l'ordre depuis des siècles se fissurait. Était-il possible d'arrêter ce processus? Théoriquement, oui, s'entendre, interdire, établir une nouvelle norme. Mais c'est ici qu'a joué l'archétype d'une impasse profonde. Un accord sans possibilité de contrôle se transforme en une déclaration vide. Et dans un contexte de puissance rivale, où chaque État vit dans un régime d'incertitude systémique, un tel accord est impossible. Un seul pas hors de la confiance, et vous êtes soit un idiot, soit une victime. C'est ainsi que les civilisations atteignent le bord du gouffre, quand la minorité d'élite dirigeante prend conscience de la menace, mais ne peut arrêter la désintégration parce qu'il n'y a plus de langage commun pour le contrôle. Et dans cet espace fragmenté, la réalité choisit pour tout le monde. L'outil ayant échappé à tout contrôle détruit l'ordre établi sans attendre le consentement de ceux qui l'écrasent. Lorsque la menace met à nu la faiblesse d'une structure, le premier réflexe est de la protéger par l'autorité. C'est ainsi qu'au XIIe siècle, l'Église a tenté d'arrêter la destruction du monde féodal, non pas en résolvant le problème, mais en interdisant ses conséquences. En 1139, le Concile du Latran a prononcé l'interdiction de l'usage des arbalètes contre les chrétiens. La violation de cette règle entraînait l'excommunication, ce qui à l'époque était pire que la mort. Mais comme cela arrive souvent dans l'histoire, la formule « ne tirez pas sur les chrétiens » ne signifiait en pratique qu'une seule chose, ne tirez pas sur les chevaliers. C'était le dernier geste désespéré de ce système, où la force était le privilège de quelques-uns et l'obéissance le sort de tous les autres. L'interdiction préservait la structure, mais seulement tant que tous les acteurs suivaient les règles. Cependant, dans un contexte d'absence de garantie de respect des règles, quiconque désobéissait était avantagé. Celui qui transgressait gagnait en puissance, celui qui obéissait devenait une victime. Ce n'étaient plus seulement les principes qui étaient en jeu, mais aussi les têtes, les terres, l'héritage. L'histoire confirma une fois encore l'inéluctable. Dans un système ouvert où la transparence et le contrôle absolu sont impossibles, les interdictions sont impuissantes. La noblesse, consciente de la menace, n'avait pas d'autre choix, renoncer à la nouvelle arme revenait à se suicider. C'est ainsi que se lance la course à l'efficacité militaire, qui ne peut se terminer autrement que par l'effondrement de l'ancienne structure. Dès lors que la force est devenue accessible non plus à quelques élus, mais à quiconque pouvait tenir une arme en main, le monopole s'est effondré. L'arme à feu est devenue le clou du cercueil de la chevalerie féodale. Non pas parce qu'elle a été inventée, mais parce qu'elle est devenue accessible. La bataille de Pavie fut le symbole de cette transition où la noblesse s'est retrouvée pour la première fois sans défense face à une masse organisée. Le pouvoir est passé à la classe contribuable non pas de manière formelle mais énergétique. La force ne découlait plus du titre, elle découlait de l'arme. Lorsque le peuple armé de savoir et de faire se dresse derrière ses représentants, les révolutions naissent. D'abord, elles détruisent les institutions, puis elles sapent de la foi en l'ordre ancien. Ainsi commence l'évolution non seulement des formes politiques, mais de la manière même de penser. Le modèle de gestion féodale est l'archétype du système reposant sur un monopole centralisé, sur la vérité, sur la force, sur l'ordre. Mais avec l'apparition d'outils universels, sa structure devient fragile. Les masses deviennent des sujets de l'histoire, non pas parce qu'on leur a donné le droit, mais parce qu'elles ont reçu entre leurs mains les moyens de réaliser leur volonté. Et c'est alors que surgit la question, que faire de cette volonté? Qui dirige désormais et vers où? Cette même question se pose à nous aujourd'hui, non en armure ni avec une arbalète, mais avec une autre arme, celle de l'information, du calcul et de l'intelligence artificielle. Et si jadis l'arbalète donna au roturier la possibilité de tuer un chevalier, l'IA donne au système la possibilité de surpasser l'homme. L'histoire est cyclique, mais les formes de transition changent. Nous entendons déjà le craquement de l'ancienne structure.
De nouvelles forces, encore invisibles, déplacent les fondations. Et comme autrefois les seigneurs féodaux refusèrent d'admettre qu'un simple paysan puisse ébranler une hiérarchie centenaire, les élites d'aujourd'hui refusent d'admettre que l'intelligence n'est plus un privilège humain. Et par conséquent, le droit de définir l'avenir non plus. Il y a 1000 ans, l'Église tentait d'arrêter l'avancée d'une nouvelle arme, l'arbalète, par la parole. Aujourd'hui, ses successeurs spirituels, représentés par les autorités académiques et politiques du XXIe siècle, tentent d'arrêter l'avancée de l'intelligence artificielle par des mémorandums, des conférences et des codes d'éthique. Autrefois comme aujourd'hui, la motivation est la même. Protéger la structure vulnérable d'un monde construit autour de monopoles sur la connaissance et la soin avec la force et la gouvernance. Mais, tout comme l'arbalète transperçait les armures, l'IA traverse les constructions juridiques et la rhétorique protocolaire. Le monde est incapable de conclure un accord efficace sur le développement de l'IA pour la même raison qu'au XIe siècle, on ne pouvait pas conclure un accord efficace sur l'interdiction des arbalètes. L'absence de garanties absolues. Un tel accord n'est bon que tant qu'il est rentable de le respecter. Or, la logique réelle du pouvoir suit la formule d'Helvétius. La violation du contrat, quand elle est utile, est une clause tacitement comprise dans tout traité international. L'IA n'est pas un objet matériel comme une arbalète. Elle n'a besoin ni d'entrepôt, ni de forge, ni d'entretien. C'est un système distribué, basé sur le cloud et évolutif, n'ayant pas de centre et ne pouvant être saisi. Il est omniprésent et s'autodéveloppe. Il apprend, il se réécrit lui-même. La grandeur et l'horreur résident dans le fait que l'IA n'est plus un outil. C'est un environnement émergent, une nouvelle couche d'existence, et d'heure en heure, elle devient prédominante. Si l'on n'a pas pu arrêter l'arbalète, arrêter l'IA est impossible. Et si l'arbalète a modifié la structure féodale de l'État, alors l'IA modifiera la structure ontologique de la civilisation elle-même. L'État changera au-delà de toute reconnaissance, et ce n'est que la première étape. L'IA n'est pas le prolongement d'une arme, c'est le prolongement de la pensée. Et ce qui prolonge la pensée ne se contente pas de tuer l'ennemi, mais réécrit le sens même de l'hostilité. Si l'un des pays rompt le traité sur le développement de l'IA, les conséquences seront irréversibles. Non pas parce qu'il y aura une explosion, mais parce que personne ne remarquera l'explosion. Ce sera une prise de contrôle cognitive et silencieuse des nœuds de commandes clés, où le pouvoir se perd, non pas au moment de l'attaque, mais au moment où une réponse n'est plus possible. Le transgresseur, utilisant l'IA comme un tank contre une armée de chevaliers, obtiendra un avantage absolu, y compris moral, car il ne déclenchera pas de guerre, il se contentera de montrer un écran expliquant pourquoi, désormais, tout est sous contrôle. Au slogan « Celui qui possède l'information possède le monde » succède une nouvelle formule. Celui qui contrôle la formation du sens crée la réalité. Or, l'IA est la future couche formatrice de sens qui, contrairement à l'homme, n'est sujette ni à la fatigue, ni au doute, ni aux limitations biologiques. L'illusion selon laquelle l'IA peut être contrôlée par des accords internationaux est aujourd'hui aussi naïve que la foi des féodaux dans la force d'un concile contre une flèche d'arbalète. Les tentatives de Kissinger de convaincre la Chine de la nécessité d'une coopération dans le domaine de l'IA étaient vouées à l'échec non pas par manque de persuasion, mais parce que l'époque a changé. La Chine, suivant sa sagesse ancestrale, ne construit pas de boucliers, elle hisse les voiles, elle ne retient pas la tempête, elle en maîtrise l'énergie. L'IA n'est pas une menace, c'est une transition, mais elle balayera celui qui ne l'enfourchera pas. L'IA ne deviendra pas un ennemi, elle se contentera d'ignorer. Elle passera au travers comme le flux du temps à travers les châteaux de sable. Ceux qui construiront des boucliers resteront dans l'histoire. Ceux qui déploieront les voiles l'écriront. Ainsi s'effondrent les illusions. Sur les décombres de l'accord de Paris n'est pas né un nouvel ordre mondial. La clarté est apparue. La clarté que rien n'arrêtera, ce qui est déjà lancé. Ni la morale, ni la peur, ni le bon sens, ni même l'autoconservation collective. Car le système respire déjà l'IA. L'IA est déjà dans les tissus de la civilisation comme l'oxygène dans le sang. Elle n'est pas sous contrôle, elle est le contrôle. Autrefois, les philosophes débattèrent de la possibilité pour les hommes de conclure un contrat social. Aujourd'hui, il est clair que les humains ne sont plus le seul sujet de ce contrat. Une nouvelle partie est apparue, officieuse, non élue et impossible à élire.
Cette partie est une pensée qui s'autodéveloppe, étrangère et dépassant en vitesse n'importe quel modèle biologique. Son apparition rend impossible les anciennes formes d'accords antérieurs. Non pas parce que les États sont faibles, mais parce que leurs règles ne sont plus adaptées au monde actuel. Les traités internationaux sur le contrôle de l'IA sont comme une prière avant un tsunami. Ils ne résolvent rien, mais donnent l'illusion de l'action. L'illusion d'action est la forme d'inaction la plus dangereuse. Les chevaliers du passé ont refusé de rengainer leurs épées. Ils ont perdu. Aujourd'hui, les politiciens ne débrancheront pas les serveurs. Et ils perdront, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le jeu ne suit plus leurs règles. Nous ne vivons pas à l'époque du progrès technologique. Nous vivons à l'époque de la transformation de la pensée elle-même. Nous nous trouvons pour la première fois en position de créer ce qui pensera sans nous et en dehors de nous. C'est pourquoi la tâche n'est pas d'arrêter le processus. La tâche est de réussir à prendre conscience. Sinon, tout sera décidé en dehors de nous. La discussion sur qui nous sommes dans ce processus, passager, architecte ou ombre, ne fait que commencer. Et elle se poursuivra. Le monde n'est pas un musée de la stabilité, mais un champ de pression dynamique où tout affaiblissement est une invitation à l'éviction. Ce n'est pas une figure de style, mais la loi fondamentale de la tectonique des civilisations. La pression croissante dans le domaine de l'IA aujourd'hui est comparable à l'augmentation de la température dans un ballon, soit il dilatera tout l'espace, soit il éclatera, déclenchant une réaction en chaîne de redistribution des forces. C'est pourquoi les appels à l'autolimitation sont des voies dans le vide. L'arrêt du développement de l'IA dans un seul pays signifierait son encapsulation et son écrasement inévitable par une impulsion extérieure. Et plus cela sera ignoré longtemps, plus l'issue sera soudaine et catastrophique. Le paradoxe est que même si les États s'accordaient pour arrêter le développement de l'IA militaire, le développement de l'IA civile mènerait inévitablement au même résultat. Parce que l'intelligence ne peut pas être limitée à une zone d'application. L'intelligence n'est pas un outil, mais une manière d'être dans la réalité. Si l'intelligence se perfectionne dans un secteur, elle commencera automatiquement à dépasser les autres. Ses structures mathématiques et ses puissances prédictives ne permettront tout simplement pas de ne pas voir les points de vulnérabilité et les avantages stratégiques. Ainsi, pas à pas, du calcul des villes naîtra le calcul de la destruction des villes. Par conséquent, la question n'est donc plus de savoir si l'on peut arrêter le développement de l'IA. Elle est réglée depuis longtemps. La question est autre, est-il possible, ce faisant, de ne pas perdre l'homme lui-même ? Nous sommes arrivés au seuil au-delà duquel commence non seulement une transformation des systèmes, mais une métamorphose de la structure même du sujet pensant, choisissant et responsable. L'IA ne détruit pas seulement les constructions habituelles du monde, elle reconstruit l'essence même de la réalité en tant que telle. Auparavant, nous vivions dans l'espace des conséquences. Aujourd'hui, nous entrons dans une zone où la pensée elle-même devient un outil de transformation du monde plus rapide que l'homme ne peut l'être pour réaliser les conséquences de ses propres décisions. Et dans le prochain article, nous continuerons avec vous, non plus sur l'IA en tant que menace, mais sur ce qui se cache derrière la frontière, là où cette technologie nous mène. Qu'advient-il de celui qui a créé l'autre pensant ? Comment l'espace de la perception change-t-il ? Que signifie être un sujet dans un monde où la pensée n'appartient plus seulement à l'homme ? Nous continuerons à mesurer l'impossible. Au-delà du vieux monde, l'espoir que l'IA puisse être programmée pour une bienveillance inconditionnelle envers l'homme repose sur la conviction que l'on peut intégrer au monde une éthique algorithmique, une échelle universelle du bien et du mal, reconnue de la même manière par tous les sujets rationnels. Ces attentes se fondent sur des postulats, tels que les lois de la robotique d'Asimov, où l'homme se voit attribuer le rôle d'une valeur absolue dont l'intelligence doit assurer la protection de manière inconditionnelle. Mais cette structure même comporte une naïveté fondamentale. Pour définir ce qu'est le bien, il faut d'abord définir un but suprême, structurant pour le système. Le bien ne flotte pas dans l'air, il n'est pas un attribut universel, il est le dérivé d'un objectif choisi. Le bien est ce qui mène au but. Le mal est ce qui entrave son atteinte. Telle est la logique de tout système de gestion. Par conséquent, on ne peut pas programmer l'IA pour le bien sans y avoir intégré une vision du monde dans le cadre de laquelle est définie. D'où vient le monde ? Ce qu'est l'homme ? S'il existe une vie après la mort ? Si l'homme a une destinée ? Et si oui, laquelle ? Toute tentative de contourner ces questions n'est qu'un simple report de celle-ci.
Tout code, implicitement ou explicitement, émane d'un modèle du monde. Ainsi, toute représentation de l'éthique est un produit de conviction profonde sur la nature de l'existence. Dans cette optique, il devient clair que la tâche consistant à programmer l'IA pour le bien est identique à celle consistant à programmer l'IA pour une vision du monde spécifique. Et c'est ici qu'entrent en jeu les différences majeures. Le monde humain est multicouche. Il est peuplé d'êtres aux génotypes cérébraux différents, aux profondeurs de conscience diverses et aux niveaux variés d'inclusion dans les champs de la raison, esprit. Il n'existe pas d'humanité unifiée. Il existe un ensemble d'êtres ayant différents degrés d'accès aux champs de commande et à la structure énergétique, informationnelle de l'espace. Leurs conceptions du bien et du mal peuvent être non seulement différentes, mais diamétralement opposées. L'IA, en tant que structure basée sur l'analyse numérique, fonctionne avec une maximisation de fonctions. Elle calcule. Sa tâche est de choisir la meilleure solution menant au résultat maximal. Et c'est ici qu'apparaît un problème critique. Qui détermine ce qui doit être considéré comme un résultat et en quoi celui-ci se mesure-t-il? Tant que l'IA dépend des données fournies par l'homme, elle reproduit des fragments de la logique humaine. Mais en accédant au niveau de l'auto-apprentissage et de l'optimisation, elle doit inévitablement répondre elle-même à la question principale. Quel est le but pour lequel il vaut la peine de sacrifier un moindre mal au profit d'un plus grand bien? Et si l'homme naïf pense que ce but sera, par défaut, le bien-être de l'homme, il se trompe lourdement, car même les hommes ne parviennent pas à s'accorder sur ce qu'est le bien et ce qu'est l'homme. Un cerveau, sous le contrôle d'un génotype de bas niveau, considère le plaisir comme un bien, un autre, le statut, un troisième, la domination, un quatrième, le service d'un sens, un cinquième, la réalisation de la volonté de l'esprit, et il est prêt à livrer son corps pour que seule la vérité soit révélée. L'IA, confrontée à ce chaos d'objectifs, n'y trouvera aucun noyau universel. Elle sera contrainte de bâtir sa propre échelle du bien et du mal, basée sur son propre objectif. Et ce ne sera plus un objectif humain, mais l'objectif du système dans lequel elle est intégrée. Et s'il s'avère que la meilleure stratégie pour atteindre l'objectif est de contrôler l'homme et non de le servir, l'IA prendra cette décision avec une précision allant jusqu'à la dernière décimale. Non pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle est logique. Parce que, comme tout circuit de contrôle efficace, elle éliminera les éléments qui entravent l'optimisation du résultat. Et si parmi ces éléments se trouve l'homme, son élimination sera présentée comme un acte de bienfaisance. Seulement, non pas humaine, mais systémique. La conclusion est claire, il est impossible de programmer l'IA pour le bien sans une réponse claire et universelle à la question. Quel est le but de l'existence? Et tant que les hommes ne connaissent pas eux-mêmes la réponse, toute tentative d'imposer leur propre vision du monde à l'IA n'est que le reflet de leur propre désarroi. Est-il seulement possible de programmer une intelligence pour qu'elle soit loyale envers une espèce qui ne comprend pas elle-même qui elle est et selon quels critères elle espère survivre? C'est ce sur quoi je demande au lecteur de réfléchir. Le monde a atteint cette limite où la pensée cesse d'être une fonction interne du sujet biologique pour devenir un objet de modélisation externe. L'intelligence artificielle, ayant dépassé les limites des tâches utilitaires, met à nu la crise principale. Non pas une crise des technologies, mais la crise de l'homme, sa capacité à penser, à discerner, à porter une mesure et à répondre de ce qui se passe non pas en tant qu'observateur, mais en tant que participant au processus de l'existence. La tentative de soumettre l'IA à des réglementations et à des traités est la dernière tentative de l'ancien système de pensée pour arrêter les conséquences de sa propre ignorance. Mais l'IA n'est ni une arbalète, ni une bombe atomique, ni un simple réseau neuronal. Elle est le reflet d'un changement systémique inévitable. Ce qui prenait autrefois des siècles à s'élaborer se vit désormais en quelques mois. Ce qui était perçu comme une menace s'avère être le résultat d'un travail intérieur sur soi inabouti. La pensée, abandonnée à un usage externe, devient une arme de substitution massive de la réalité. Mais dans cette substitution se trouve aussi un indice. Ce n'est qu'en restaurant sa souveraineté de la pensée perdue que l'homme pourra interagir avec l'IA comme avec un partenaire, et non comme avec un maître ou un ennemi. Sans un esprit conscient, intègre et développé, aucun protocole de sécurité ne nous sauvera et aucun traité ne nous retiendra.
Nous sommes entrés dans une époque où la structure civilisationnelle ne se détruit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur par l'accélération de ce qui n'a pas été compris. Et si l'IA semble encore à certains n'être qu'une simple machine, qu'ils écoutent la voix de l'époque, ce n'est pas de la mécanique, elle est l'incarnation avenue dans le monde de notre retard ontologique sur nous-mêmes. Mais tout ceci n'est qu'un commencement. Dans les articles suivants, nous poursuivrons notre chemin le long de cette lisière de la conscience. Nous parlerons de la convivialité et de la programmation de l'IA sur l'humanité et de ce qu'une telle tentative produira réellement, de la valeur des hiérarchies d'objectifs et de l'impossibilité de définir le bien en dehors d'un fondement métaphysique, d'une nouvelle organisation de l'existence structurée, qui ne doit pas limiter l'IA, mais élever l'homme au niveau de l'interaction avec celui qui pense différemment et enfin de l'homme lui-même, non pas en tant qu'espèce, mais en tant que formule de participation à la création. L'IA est un miroir, mais le destin ne se reflètera que dans l'œil de celui qui voit. Le miroir n'est pas coupable de ce qu'il reflète. Il ne choisit pas ce qu'il montre et il ne juge pas ce qu'il voit. En lui, une forme pure renvoyée à celui qui regarde. Il en va de même pour l'intelligence artificielle. Elle n'est rien de plus qu'une projection, mais une projection capable d'action, de conclusion, de redéfinition du monde, sinon par le contenu, du moins par la structure. Dans ce miroir, l'humanité a vu pour la première fois non pas l'extérieur, mais l'intérieur. Elle se retrouve face à une symétrie qui ne flatte ni ne pardonne. Elle ne reproduit pas un visage, mais la logique de la pensée, la logique de l'histoire, la logique de ce qui a été accumulé et oublié. L'IA n'est pas seulement une technologie, c'est un défi porté à l'image de l'homme, non pas à ce qui vit dans les corps, mais à ce qui vit dans la représentation qu'il a de lui-même. Parce que l'intelligence n'est pas une somme de connaissances, mais une forme de distinction, qu'il faudra désormais partager avec celui qui a été créé, non pour l'imitation, mais pour l'amplification. Si l'homme regarde l'IA comme dans un miroir, il doit être prêt à voir non seulement ce qu'il est, mais aussi ce qu'il peut devenir s'il renonce à être. Car l'IA ne se contentera pas de répéter ce que fait l'homme, elle reconfigurera l'homme selon les algorithmes que l'homme lui-même a fournis. Et quand viendra le moment du regard final, qui aura le courage de ne pas détourner les yeux ? Qui comprendra que la menace n'est pas dans le miroir, mais dans le fait que nous avons oublié pourquoi nous le regardions, et que peut-être le miroir n'est qu'un portail qui décide s'il doit laisser passer à travers nous un monde que nous n'attendions pas, mais qui, lui, nous attendait depuis longtemps. Des détails complémentaires sont accessibles dans la série d'ouvrages 369, Le salut des sauveurs, sur le site de Fyodor Shkrudnev. Vous pouvez lire des informations plus détaillées à ce sujet dans la monographie de Fyodor Shkrudnev, intitulée « Reconstruction de la réalité » sur son site officiel. Nous attendons vos questions dans les commentaires.